Je m'appelle Lamine Ndiaye, je suis professeur titulaire de sociologie et d'anthropologie au département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis par ailleurs directeur de l'école doctorale Ethos, Sciences de l'homme et de la société et actuellement coordonnateur du collège des écoles doctorales. Commençons d'abord par définir les choses. Et nous, quand je dis nous, c'est nous sociologues, ce que nous entendons par crime, puisque vous me parlez de crime. Le crime d'ailleurs qui se confond aux yeux du sociologue à tout acte de déviance. Dans cette perspective, le crime se définit comme étant tout acte puni. Tout acte puni. C'est-à-dire puni parce que offensant les états forts et définis de la conscience collective. C'est une façon de dire que le crime est socialement défini. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'un acte peut être considéré dans une société comme étant un acte criminel, mais en dehors de cette société, l'acte est autrement défini. La preuve, vous savez, l'avortement se définissait, en France en tout cas, jusque dans les années 74, comme étant un acte criminel. Mais avec la loi Simone Veil de 1974, l'avortement a été dépénalisé. Et aujourd'hui, cet acte qui était considéré comme un acte criminel ne l'est plus. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, il y a même eu une sorte de glissement sémantique et on parle maintenant d'IVG, euphémisme. Et on connaît socialement et linguistiquement le sens de l'euphémisme. Ça atténue la charge négative de la chose. Interruption volontaire de grossesse. Donc c'est plus un acte criminel. C'est pour vous dire d'une époque à une autre, ça peut changer. Mais d'une société à une autre aussi, ça peut complètement changer. Mais pour dire ce que nous pensons du crime, c'est que c'est tout acte puni, je l'avais dit. L'acte qui offense la conscience collective est pris pour être un acte criminel. Ce qui revient à dire que, en tout cas pour le sociologue, le crime ne se définit pas de la même manière que chez le juriste. Puisque, bon, chez le juriste, le crime, c'est un acte d'homicide. On tue, il faut qu'il y ait mort d'homme, ou qu'il y ait tentative de mort d'homme, ou tout acte similaire qui est qualifié de crime, ce qui n'est pas le cas pour le sociologue, pour le socio-anthropologue. En anthropologie, en sociologie, même le simple fait de cracher dans la rue est considéré comme un acte criminel, puisque simplement ça offense les états forts et définis de la conscience collective, comme aimait le dire Émile Durkheim, qu'on peut considérer comme étant le père fondateur et de la sociologie scientifique, mais aussi de la sociologie criminelle moderne. Et c'est là où je vais maintenant, après avoir balisé le terrain, je viens maintenant vers votre question. J'ai fait exprès de définir, puisque simplement, définir, c'est s'enfermer dans des limites. Et ça permettra de comprendre que quelqu'un d'autre peut voir la chose autrement, mais moi, je porte mes lunettes de sociologue, et quand je définis tel que la sociologie définit le mot concept. Je sais que le biologiste proposerait une autre forme de définition, comme le juriste en propose une autre. Vous me dites qu'il y a beaucoup de crimes. Et je sais que vous, quand vous parlez de crime, il s'agit d'un crime particulier. C'est l'extrême passage à l'acte criminel, l'homicide. Je sais, je vous comprends, puisque c'est ça, c'est la définition du sens commun. Mais nous, ça va au-delà. Je vous avais donné un exemple. Dès que vous froissez la conscience collective, dès que la conscience collective est heurtée,
vous commettez un acte criminel. Le fait de faire ses besoins dans un milieu non consacré est considéré comme un acte criminel si nous respectons la définition sociologique du crime. Donc vous me parlez, vous m'interpellez sur une question, c'est les homicides, que vous dites être nombreux. Vous savez, entre ce que nous sentons, ressentons, et la réalité des choses, il peut y avoir un fossé. Et des illusions d'ailleurs. Et le rôle du scientifique, ce n'est pas de proposer une définition ou d'aborder une question fondamentale en se limitant seulement à ce que ses yeux ou ses perceptions lui permettent de dire. Dans nos perceptions, il y a toujours l'illusion peut jouer un rôle important. L'œil ne voit pas tout. C'est d'autant plus vrai que d'ailleurs, on va dire, quand on aime, c'est un exemple qui peut paraître banal, mais qui permet de rendre les choses beaucoup plus claires. Pourquoi on dit l'amour est aveugle? Nous avons déjà, quand nous aimons une femme, le premier rapport, c'est dans un rapport dialogique, fondé sur le regard. Je la vois et je l'aime. Je l'aime. Mais qu'est-ce qui fait que je l'aime? Il y a tout un ensemble de critères. Ça, c'est clair. Mais on dira, une fois que je l'aime, et on dit l'amour est aveugle. Mais l'amour n'est pas aveugle en réalité. Mais quand on aime, on voit avec des idées. On ne voit pas ce que tout le monde voit. C'est ce qui fait que la famille peut vous dire, surtout quand il s'agit d'une fille, il ne serait jamais question que tu sortes avec ce mec. Et vous dites, non, on vous torture, on vous insulte, on vous empêche de sortir, mais vous passez par les fenêtres pour aller rencontrer la personne qu'on aime, puisque vous voyez que du bien sur lui, alors que l'autre, peut-être, voit du négatif sur la personne, et qui peut être vrai. Ce sont vos idées. Parce que vous aimez, vous ne voyez que du bien. Vous voyez cette forme d'illusion. C'était juste un exemple pour vous montrer. La force de l'œil, alors quand on est dans la science, on est dans la toute-puissance de la raison. Toute pensée scientifique doit être sous le contrôle de la raison. D'ailleurs, en dehors de laquelle cette pensée n'est plus véritablement une pensée, en tout cas scientifique. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, les croyants, vous, si vous êtes croyants, vous croyez en l'existence du paradis. Mais vous n'avez jamais vu le paradis, vous n'avez jamais vu quelqu'un venir du paradis où vous expliquez ce monde-là, et vous y croyez comme dur et fer, puisque vous êtes dans les croyances. Est-ce que cela, vous pouvez vous appuyer sur cela scientifiquement pour dire que le paradis existe? En science, ça ne fonctionne pas, puisque simplement la science fonctionne sur des bases rationnellement sensées, sur de la matière, quelque chose qui se donne à être expérimenté. Mais personne n'a jamais expérimenté le paradis. Même par exemple par rapport à la mort, tout ce que nous disons sur la mort. Mais qu'est-ce que nous en savons? Rien du tout. Seuls les morts savent ce qui se passe à l'intérieur de la mort, puisque simplement ils ont vécu la traversée. Mais ils ne sont jamais venus nous raconter l'histoire de cette traversée, et nous passons tout notre temps à dire, à parler de la mort, sur la mort, en allant même au-delà de la mort, mais ce qui se passera après la mort, l'eschatologie. Ce qui fait qu'en réalité, tout ce que nous disons de la mort, sans le savoir,
sont des choses qui ne font que redire la vie. Puisque la vie, nous la vivons, nous la connaissons. Dans la vie, il y a deux choses. Nous visons deux choses. Enfin, deux choses fondent notre vie. C'est le bonheur et le malheur. Et tout le monde souhaiterait vivre le bonheur éternellement. L'être humain aussi se veut être un être éternel. Puisque la mort est en train de lui parler de sa finitude. C'est traumatisant. Alors que le monde, c'est le bonheur, c'est le malheur. Donc, effectivement, on transpose ces deux réalités, très certainement outre-tombe, pour ne pas se penser finir ou être un être fini. Le bonheur, le paradis encore. Le malheur, l'enfer encore. Pour les mauvais. Et vous allez dire, effectivement, sur le crime. Il y a beaucoup de crimes, les gens se tuent. Mais nous ne tuons pas comme des animaux, et ça je vous le dis. Les Sénégalais ne tuent pas comme des animaux, ils tuent comme des êtres humains. Parce que simplement, il n'existe pas de société au monde où il n'y a pas d'acte criminel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce serait un idéal. Et l'idéal, on ne l'atteint jamais. Que de vivre une société sans crime, ça n'existe nulle part dans le monde. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des crimes, il y aura des actes de défiance, il y aura de la violence, il y aura des homicides. C'est lié à la nature de l'être humain, même si je n'aime pas trop le terme nature, puisque l'être humain n'a pas de nature. L'être humain a de la culture. Il est le produit d'une culture. C'est le produit d'un formatage et d'un reformatage culturel. Le crime, il y en a dans ce pays. Mais il suffit simplement, et c'est là où l'intelligence scientifique doit intervenir. Vous allez dans les statistiques. Là, vous sortez complètement de vos propres représentations. Vous sortez complètement de ce que les médias disent. Vous sortez complètement de ce qu'une personne victime dit. Puisque quand on est victime d'une chose, on n'est pas content. Quand on n'est pas content, souvent, on perd la face. Et quand on perd la face, on perd son humanité. Quand on perd son humanité, c'est qu'on a perdu sa raison, la raison, sans le savoir. Alors que la production scientifique est une production de raison, contrôlée par la raison, en phase avec la raison. Les statistiques, nous les utilisons, c'est de la production scientifique. C'est la meilleure façon de comprendre que le Sénégal n'est pas un pays où la prévalence du crime est très élevée. Dans les statistiques, vous allez vous en rendre compte. Le taux de criminalité par rapport à la population est très bas. Et dans la sous-région, c'est l'un des pays où la criminalité est parmi les plus bas. Plus bas. Ça, c'est une des particularités du Sénégal. Mais nous sommes dans un pays où la presse semble être disposée d'une toute-puissance et ça parle dans tous les sens. Tout le monde parle et quand il y a un fait, toute la presse en parle, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'effectivement ça renvoie à la réalité. Et on oublie que les journalistes, sa prétention n'est pas de produire un discours scientifique. Et nous savons que le meilleur des journalistes, c'est celui qui donne des informations ignobles. C'est-à-dire aux yeux de ceux qui l'écoutent. Plus vous exagérez, plus on vous aime. Plus vous dites des choses extraordinaires, plus vous êtes qualifié de très bon.
puisque l'être humain a parfois besoin de choses de sensationnelles. Et le journalisme, surtout par rapport aux faits divers, joue sur le sensationnel, puisque c'est là où on l'attend. Ce n'est pas de la science. Et il va parler. Il va dire, il a suffi simplement d'un brin d'allumette pour que toute la brousse s'enflamme. C'était pas ça. Mais vous voyez l'effet que ça fait. À travers la façon de dire les choses, on gonfle la chose. Même à travers l'image que la presse a tendance à montrer par rapport au crime. Ou à un crime odieux. Quand ils prennent la photo, ils font en sorte que l'image soit odieuse. Pour que les gens se disent, hey, ce mec, c'est un sauvage, comment il a tué ce mec? Et même à travers, ils vont jouer à travers l'image, puisque c'est ça leur rôle. L'image même du criminel parfois. La façon de prendre l'image, de la photographier, est révélatrice. Dès qu'on voit la photo, tout de suite, on est en face d'un criminel et non plus d'un être humain. Vous voyez comment on construit des mondes, du monde. Comment on propose une image qui, en réalité, n'est véritablement peut-être pas la vraie image de l'autre. Mais quand on photographie Lamine Ndiaye, quand on photographie, bon, je me cite puisque, par exemple, une personnalité de l'État, photographiée ou filmée, souvent il est maquillé. On va essayer de gommer tout ce qui peut renvoyer à une image agressive. Mais l'autre n'a pas ces moyens-là. On fait en sorte que son image soit cette image qui renvoie à l'être exécrable, le sauvage de la civilisation, alors qu'après tout, c'est un être humain. Ça, ce qu'on appelle l'effet image, mais l'effet média. Mais je vous dis, et vous pouvez vous rassurer, ce sont les médias qui le disent, puisqu'ils sont là pour ça. Mais vous allez dans les statistiques policières, vous allez au tribunal partout, et vous faites la moyenne, vous vous rendrez compte que la prévalence est très basse. C'est une moyenne sur 15 millions d'habitants, c'est des 0,1%, c'est rien du tout. Vous allez partout dans le monde, les taux vont très au-delà. Voilà. Il faut aussi réfléchir sur l'effet média. Mais c'est ça le rôle des médias. Voilà. Vous savez, les causes sont multiples. L'éducation. Et qui parle d'éducation parle aussi de niveau intellectuel. Et partout dans le monde, les criminologues le savent, à travers des études faites un peu partout au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout, et même tout récemment au Sénégal, puisque depuis 2 ans, je travaille. Mon équipe est une équipe que j'ai de doctorants, constituée de mes doctorants et de certains étudiants en master. Nous travaillons en collaboration avec l'Université de Montréal, c'est-à-dire le département de criminologie de Montréal, sous la direction du professeur Cuisson, qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur les questions de crime au Canada. Nous avons décidé de travailler ensemble sur 1000 homicides en Afrique. Et nous avons choisi aussi, on a des terrains, des pays. C'est le Sénégal, c'est le Burkina, c'est le Niger, c'est la Côte d'Ivoire, et c'est le Mali. On travaille sur ces pays. Et quand on a fait la moyenne, on s'est rendu compte que le Sénégal, vraiment, occupe, du point de vue de la prévalence, occupe le bas de l'échelle. La prévalence la moins importante. Sauf sur les homicides querelleux qui se font, hein, c'est des conflits, comme ça se fait. C'est un peuple qui a un problème avec
un serreur, un cultivateur, ils se battent et puis d'un coup, ça tue. Ce sont ces genres de trucs. Mais les homicides armés, parfois, ça n'existe pas. Bon, c'est très rare, c'est exceptionnel. C'est là où le Sénégal donne le pion. Mais sur les autres formes de crimes, et de loin, la prévalence est très faible. Et c'est là seulement où la prévalence est élevée. Et élevée entre guillemets par rapport aux autres pays. Mais sinon, partout, et on sait, nous sommes dans une société de relations, de mouvements, où les gens se bougent, donc, voilà. Où aussi, la famille existe dans son vrai sens du mot. On vit en famille, et c'est des familles très élargies. Donc, forcément, s'il y a conflit, le conflit peut être débordant et peut conduire à certains passages à l'acte regrettable. Ça se comprend. Donc l'éducation, il joue beaucoup. Et aujourd'hui, comme je le dis, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, partout, les études criminologiques le montrent encore davantage, c'est que plus le niveau intellectuel est bas, plus on a de chances de passer à un acte déviant ou criminel. Donc c'est pour vous dire que le niveau intellectuel est assez important. C'est ce qui fait que d'ailleurs, il suffit simplement d'aller dans les prisons. Et si vous allez dans les prisons, vous vous rendrez compte que le nombre de détenus le plus important appartiennent à des familles favorisées. Ce qui signifie pas que de toute façon, même si on appartient à des familles favorisées, on peut aller en prison, mais c'est très rare. Hein? On peut emprisonner un ministre, mais c'est très rare. Par contre, c'est des gens très démunis, de familles pauvres, de familles qui ont grandi dans des quartiers populaires, qui vivent dans des conditions très difficiles, qui les conduisent parfois à passer à l'acte. Ils ont faim, ils peuvent voler. Beaucoup de gens volent parce qu'ils ont faim, même si ce n'est pas une excuse, puisqu'ils n'ont pas les moyens au moment où ils voient d'autres disposer de moyens et vivre décemment. Et ça crée de la révolte intérieure. Et quand on est mécontent aussi, on peut facilement passer à un acte délictueux. C'est ce qui fait que le crime, dans une large mesure, est une réponse désespérée à l'enfermement et à la mort du social. Je ne veux pas mourir socialement. Le seul moyen qui me reste pour agir, c'est l'action, c'est le geste. Et le geste peut être fatal, parfois. L'éducation est importante. Vous voyez, les gens vivent dans des conditions très difficiles de promiscuité. Vous voyez dans les banlieues, je parle de banlieue puisque la banlieue symbolise là où la pauvreté s'est bien assise. Même si tout le monde dans la banlieue n'est pas pauvre. Mais la population la plus pauvre, souvent, vit en banlieue. Mais allez en banlieue, la population est très dense. Les gens ne travaillent pas. On est dans l'extrême pauvreté. Les jeunes passent tout leur temps à errer ou à se compter les pouces, puisqu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'occupation. Mais l'être humain a besoin d'occupation, il s'occupera par l'ordre et par la force des choses. Soit il s'occupe positivement, soit il s'occupe négativement. Et la meilleure façon de l'empêcher de se conduire mal, c'est de lui créer des conditions favorables de mieux être et de mieux vivre, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez,
Moi, j'ai travaillé sur le milieu de la prostitution et je me suis rendu compte souvent, il est toujours question de pauvreté. Toujours question de pauvreté. Mais souvent, poser la question de savoir, est-ce que vous avez fait l'école? Oui, bon, au primaire, et puis, oui, je n'ai pas fait l'école. Et le niveau intellectuel revient. Mais puisque l'une des différences entre l'intellectuel et celui qui n'est pas, dont le niveau est très bas, réside dans le fait que l'intellectuel est contrôlé par la raison. Il y a toujours quelque chose qui le parle. J'ai envie de faire ceci. La loi a dit ceci. Si je le fais, mais l'autre, il ne sait même pas. Il fait. Puisqu'il a un seul outil, entre guillemets, un seul moyen, c'est le geste. Alors que l'autre, l'intellectuel, a et le geste et le verbe. Le verbe qui lui permet de négocier des choses. C'est ce qui fait que plus le niveau intellectuel est élevé, plus nous utilisons la toute-puissance du verbe pour réagir face à l'acte qui ne me plaît pas. On joue sur le verbe et non pas sur le geste. L'autre va vous donner vous l'insulter, il vous donne un coup de marteau sur la tête puisqu'il n'a que ça. Mais l'autre qui a le verbe, vous dira simplement, l'insulte, c'est l'affaire des faibles. Il vous tue. Vous voyez, les moyens dont les uns et les autres disposent pour agir et réagir. Ça, c'est important. Donc, le niveau intellectuel est très important. Et j'ai parlé de la pauvreté, la promiscuité, le manque d'emploi. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, en criminologie, nous le savons. C'est dans les moments de crise économique grave que le taux de criminalité augmente partout dans le monde. Même aux États-Unis. Non, il y a un lien, il y a un rapport très fort. Et ça, c'est valable partout dans le monde. Et il suffit simplement d'aller dans les statistiques. Il y a crise économique, les gens n'ont pas de boulot, et vous verrez que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, il y a un lien. Les gens travaillent, vous voyez que ça baisse. Ça baisse puisque simplement ils ont des préoccupations. Ils n'ont pas le temps d'aller voler, ils n'ont pas le temps de... Voilà, ils ont une occupation, ils ont les moyens qu'il faut pour s'occuper. Ils peuvent aussi venir à certains de leurs besoins, pas à tous, mais à certains. Et c'est très régulateur. Les crises économiques, dans les moments de guerre aussi, nous le savons, puisque l'une des particularités de la guerre, c'est que ça crée le désordre généralisé. Ce qu'on appelle une situation anomique. Anomique qui vient de atnomos, c'est du latin, ça veut dire absence de règle, puisque nomos, c'est la règle. Comme la loi, c'est la règle avec laquelle on trace. S'il n'y a plus de règles, les gens vont dans tous les sens. Si on va dans tous les sens, on devient on devient un être de déréliction qui se cherche dans tous les sens et parfois qui ne se cherche même pas, mais qui se comporte comme un animal puisque la raison sociale n'est plus là. Il n'y a plus de règles, l'absence généralisée de règles, il n'y en a plus. Quand il n'y a pas de règles, mais on peut bien imaginer que même le crime peut devenir la norme, la déviance peut devenir la norme, la violence peut devenir la norme. C'est ce qui explique le fait que, même à l'université, vous voyez, quand les étudiants sont en grève, parce qu'ils sont mécontents, qu'est-ce qui se passe? Même les plus sérieux, par l'effet de masse, deviennent très dangereux et très violents. Tout le monde jette des pierres, puisqu'il ne reste que ça comme élément, possibilité de réponse, le geste.
on brûle dans tous les sens. Donc on est dans une situation anomique, de dérèglement généralisé, absence de règles. Même les plus polis ne se reconnaissent plus puisqu'il n'y a plus de règles. Et l'être humain, même les sociétés fonctionnent comme ça, tout le temps, partout. Parfois, ils ont besoin, pour reconstruire l'ordre, ils ont besoin de mettre en place la loi du désordre. Je peux vous donner un exemple. Nous n'avons pas besoin de sortir de chez nous. Le mouvement Y en a marre. C'était le 23 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Par l'intermédiaire du désordre imposé par la jeunesse qui n'en pouvait plus, l'ordre a été mis en place. C'est pour vous dire parfois, le désordre n'est pas toujours dans l'ordre du négatif. Il peut aider à régler des problèmes. C'est ce qui s'est passé au Burkina aussi, pour faire partir leur président Compaoré. Il a fallu que le peuple prenne la voie du désordre, de la violence pour imposer l'ordre. Je peux vous dire qu'il faut souvent prendre du recul par rapport aux choses. Même dans nos rites quotidiens, hein, vous voyez, chez nous, le Baonan, nous choisissons parfois le Baonan. Peut-être vous êtes jeune, vous ne connaissez pas, nous connaissons pour appeler la pluie quand le Baonan. Mais qu'est-ce qui se passe? On met un terme à tout ce qui renvoie à l'ordre référentiel établi. Les femmes s'habillent en hommes, les hommes s'habillent en... Ce qui, en réalité, est un sacrilège au gire de la religion. Mais on contredit la règle pour installer un ordre. L'ordre qui dépend de la pluie, puisqu'on en a besoin. Avec la pluie, les gens sont contents, on va vivre, donc on recrée la vie en passant par la voie du désordre, de ce qu'on appelle l'inversion sociale. On inverse tout. Quand on inverse, on n'est plus dans l'ordre. Mais en inversant, on peut créer un nouvel ordre. C'est pour vous dire que le crime, tel que vous le pensez, n'est pas aussi... Il y a des actes criminels par-ci, par-là, mais en réalité, honnêtement, il n'y a pas trop de plaintes à se faire. Par contre, si on se situe à un niveau vraiment très restreint, la famille pleure, tout le monde pleure, on va dire, ah, le Sénégal, là, il tue comme ça ne se faisait pas comme ça. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai qu'il dit que ça a toujours existé. Et en fait, souvent, ils disent, quand il y a un crime, ça, c'est pas une affaire de Sénégalais, comme si les Sénégalais ne sont pas des êtres humains. Vous voyez, c'est les étrangers. Puisque le mal, c'est toujours l'autre. Mais il suffit simplement d'aller dans les prisons, vous allez vous rendre compte de toute façon, ce qu'on emprisonne, c'est les Sénégalais. Vous voyez comment on peut se faire de fausses représentations sur la réalité des choses. C'est cela. On a toujours été violent. On a toujours commis des actes criminels. Et on restera des êtres déviants qui commettront des actes de déviance parce que simplement nous sommes des êtres humains. Et vous savez, une des particularités de l'être humain, c'est l'homme. L'homme c'est un homme prodigieux. L'homme prodigieux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire cet homme qui est capable aussi bien de bien que de mal. C'est ça l'homme prodigieux. Ben, c'est comme ça. Les façons de tuer peuvent être différentes, mais ce qui est important, ce n'est pas la manière de tuer, mais c'est le fait de tuer. C'est ça qui doit nous interpeller.
Et nous, en tant que criminologues, sociologues, nous ne sommes pas dans la façon de tuer. Nous sommes dans le fait de tuer. Et c'est ça qui est plus important. Vous savez, si vous parlez d'égorger, la société industrielle européenne, mais égorger, et c'est l'État qui égorgeait, c'était la guillotine. Mais parce que c'est l'État, et l'État ne commet pas de faute. On le dit. Puisque simplement c'est l'État qui crée les lois. Et le bourreau est un employé de l'État. Mais il commet un acte criminel puisqu'il tue. Mais il n'est pas pris pour être un criminel. Il n'est jamais pris pour être un criminel. Sinon, il serait jugé lui aussi dans les assises. Mais puisqu'il est le bras négatif de l'État, c'est-à-dire du pouvoir. Mais le fait d'égorger, ça a toujours existé. Partout. Chacun, chaque société, en fonction de ses réalités culturelles, a sa façon de tuer. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans le contexte sénégalais, j'avais travaillé sur ça, sur le suicide. Vous allez en milieu sérère. Vous voyez, en fonction des réalités culturelles, les sérères, quand ils se suicident, ils utilisent la corde. C'est la pendaison. Les Peuls, quand ils se suicident, ils vont dans des puits. C'est les puits. Ça, c'est des réalités culturelles. C'est pour vous dire, chaque société a sa façon de tuer. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, puisque c'est le symbole de la modernité. Les condamnés à mort. Au moment où, à partir du XVIIIe siècle, en France, on utilisait la machine. La machine qui est le symbole aussi de la réussite de l'homme, la révolution industrielle, symbolisée par la machine. On utilise la machine pour tuer. Mais maintenant, c'est dépassé. Ensuite, avec l'électricité, on a laissé tomber la guillotine, on utilise l'électricité. Vous voyez comment on évolue en fonction des époques, des cultures. On électrofite. Maintenant, de plus en plus, on utilise le sérum. Comme ça, il va partir, il ne va pas laisser de traces qui va froisser la conscience de ce qu'il voit. Il part paisiblement. On n'utilise même plus le pistolet. Non, ce n'est pas la peine. On vous empoisonne. Juste une piqûre. En quelques fractions de secondes, vous êtes parti. Ce qui revient aussi à notre rapport à la mort. Une société qui a peur de la mort, qui a peur d'une mort agressive, qui nie l'existence de la mort, fait tout pour que la personne parte en douceur avec la piqûre. Puisque si vous utilisez la corde, la pendaison, les gens vont voir, c'est agressif. C'est une façon de leur dire, vous êtes des mortels. Et les médias vont en parler. Vous savez, il y a une image que nous avons tendance à oublier, qui n'est pas fortuite. Saddam Hussein, qui a été considéré comme étant l'ennemi, un ennemi mondial. Ce qui est tout à fait faux, puisque simplement c'est l'Occident qui décide. L'Occident décide, nous n'avons aucun pouvoir de décision. Ce sont les médias aussi occidentaux qui proposent des modèles, qui orientent notre vision des choses et du monde. Nous sommes dominés. Et sans le savoir, nous vivons cette domination. Et qu'est-ce qu'on nous montrait? Des images d'un Saddam Hussein. Vous voyez comme il était misérable, qui sortait d'un trou comme un animal. Il faut qu'on interprète les images d'un trou, comme un rat, avec des cheveux barbus partout, poils, qui caractérisent l'animal. Vous voyez comment son humanité a été complètement repris, bafoué, insulté, afin qu'il donne l'image du sauvage, de la civilisation, celui qui n'est pas dans la civilisation.
Vous voyez cette image-là? Il a été tué. Vous voyez que l'image a fait le tour du monde pour montrer aux autres, à ceux qu'on considère comme les sauvages de la civilisation, les autres absolument qui sont dans la culture judéo-chrétienne occidentale, que si vous ne faites pas attention, c'est ça qui vous attend. Mais souvent, ils oublient que la violence appelle la violence. Et l'excès d'information sur la violence et sur le crime conduit les autres à essayer de tenter l'expérience. Je crois qu'on a assez bien dit, parler de tout ça, on a fait le tour de la question. Ça fait partie des facteurs qui ont été, pour les causes du crime et de la déviance en général. L'alcool en fait partie, l'usage de la drogue aussi en fait partie. Je vous avais parlé des moyens souterrains, c'est-à-dire la pauvreté, les crises économiques, la promiscuité, le niveau intellectuel, puisque l'alcool, la drogue n'est pas toujours à la disposition de tout le monde. C'est ce qui fait que j'en avais pas parlé, mais ça fait partie des causes du passage à l'acte criminel. Effectivement. Ça, y a beaucoup d'études d'ailleurs l'ont montré. Beaucoup d'études l'ont montré. L'usage de l'alcool et de la drogue. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une émission, je crois ça fait quelques mois, 6 mois. C'était sur RSI. J'ai parlé aussi, j'ai fait le répertoire des causes du crime et de la déviance. J'en ai parlé de l'usage de l'alcool, j'en ai parlé aussi de l'usage de la drogue. Et dans la drogue, il faut tenir compte aussi des chanvres, tout ça. Vous savez, les Sénégalais sont de très grands consommateurs de marijuana et de drogue. C'est une menace pour la société et ça ne marche pas. Je le dis, les gens parfois se cachent derrière la religion pour défendre des choses. Je sais que la peine capitale est une recommandation divine, puisque c'est dit dans le livre saint des musulmans. Mais nous sommes dans une société très partisane. Et l'expérience l'a montré. Partout où la peine capitale est appliquée, mais on l'applique toujours aux plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, qu'on convertit en bouc émissaire. Mais quand il faudrait tuer quelqu'un qui appartient à une grande famille, ou qui a les moyens, ou qui appartient à la haute hiérarchie, souvent c'est bonjour les négociations. Tant qu'on pouvait l'appliquer à tout le monde, puisque c'est valable, les règles sont valables pour tout le monde, il n'y aurait pas de problème. Mais l'expérience a montré, en tout cas pendant 3 siècles en Occident, que la peine de mort, même étant appliquée, était toujours appliquée sur des personnes qui ne pèsent pas lourd socialement. C'est tout le sens du bouc émissaire. Vous n'avez aucune importance, on peut vous tuer. Il est important, il ne faut pas le tuer, même s'il a commis un acte beaucoup plus odieux. Dans le Sénégal, nous avons des exemples. Ce jeune politicien qui a agi tel un cow-boy avec ses pistolets qui tue. Mais parce que simplement, il appartient à la famille politique. On le protège même de façon détournée. Il n'a pas duré en prison. Quelqu'un l'aurait fait, même sans en être conscient, sans préméditer sur l'acte, il mourrait en prison. C'est cette injustice-là
qui fait que je suis contre la peine capitale. Surtout que, depuis 3 siècles, l'expérience l'a montré, en Occident, un peu partout, ça n'a jamais été efficace. Ça n'a jamais été efficace. C'est ce qui a conduit la France à abolir la peine capitale en 1981, sous la magistère de François Mitterrand, avec Badinter. Et aujourd'hui, l'exemple de la peine capitale par rapport aux États, c'est les États-Unis. Mais vous voyez, les États-Unis ont eu, la loi est là, mais elle est presque tombée en désuétude. On vous condamne à mort, mais on ne passe plus la peine capitale. Ils sont condamnés. Oui, mais ça attend jusqu'à la mort. Puisque ça n'a jamais rien réglé. Je vais vous donner un exemple. Allez dans les pays musulmans qui disent appliquer la charia. Effectivement, la charia, on l'applique aux pauvres. On l'applique aux pauvres. Mais ceux qui sont au chemin de la hiérarchie ne sont jamais. C'est comme si c'est des êtres à part sur qui la loi ne doit pas s'appliquer. C'est cette injustice que l'on voit par rapport à la peine capitale qui fait que je suis contre la peine capitale. Non pas parce que j'ai un rapport bizarre ou bizarroïde avec ma religion, c'est pas cela. Mais puisque je sais que les gens ne l'appliquent pas, se peineront à l'appliquer tel que la religion veut qu'on applique. Qu'on soit dans l'islam, dans le christianisme ou dans le judaïsme. Les êtres humains sont des êtres du sentiment. Et parfois, dans certaines occasions, on fait taire la raison pour faire parler le sentiment. Et quand le sentiment, quand il y a le primat de l'action sentimentale, tout est faussé. C'est la raison qui doit commander les choses. Et elle ne commande pas toujours les choses. Il y a des solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est renforcer la sécurité. Je vais donner un exemple tout simple. Il suffit simplement d'éclairer, de mettre de l'éclairage. Ça demande des moyens. Dans les coins et les recoins, pour que la criminalité baisse, ça je suis presque sûr. Mais puisque souvent les crimes se font dans des endroits où personne n'ose passer. La présence policière aussi, et l'expérience le montre, peut aider à diminuer, puisque c'est une présence symbolique. Le fait de voir les policiers passer par-ci, par-là, vous allez avoir le sentiment qu'il y a de la sécurité. Donc il faut renforcer la police, la sécurité, mais l'éclairage, comme je le dis, et ça peut paraître être banal. Mais vous voyez, là où c'est tout clair, il y a des lampes partout, il y a de l'éclairage, vous voyez rarement des actes criminels se faire. Et pourtant, c'est un tout petit détail qui peut paraître être banal, mais qui ne l'est pas. Et il faut essayer de trouver du travail, mais sensibiliser les gens. Et la meilleure façon aussi, il faut sensibiliser en passant aussi par la religion. La religion fait partie de notre culture. Et la plupart des Africains, je ne parle même pas des Sénégalais, les Africains sont des croyants. Et la meilleure façon de convaincre quelqu'un, c'est de passer par ses croyances. Et c'est là où les hommes religieux joueraient un rôle important, puisqu'ils sont dans l'idéologie. Mais l'idéologie doit être accompagnée d'action. Et l'action efficace est entre les mains du pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'État. L'État doit prendre ses responsabilités. Je crois qu'on est en train de travailler là-dessus. La police est en train de se perfectionner. Vous voyez, c'est d'autant plus vrai que la présence policière, quand je parle de police, c'est la gendarmerie, c'est l'armée, tout ça. C'est l'armée, cette présence-là rassure.
mais du Tchad. L'autre qui voulait passer à l'acte a dit, ah si je fais, ah, on peut me voir. Ce qui ne signifie pas que de toute façon on sera dans un état à criminalité zéro, non. Mais ça va baisser incroyablement. Ça va avoir une répercussion sur la prévalence, ça c'est clair. Vous voyez, je vais vous donner un exemple tout simple et banal. Avec la Gambie. Avec la Gambie. Yaya Jammeh. Vous voyez la situation, tout le monde pensait que oui, mais ça c'est la guerre entre le Sénégal. Mais quand le Sénégal a montré ses moyens, pourtant ils n'ont rien utilisé. Mais le simple fait de voir que ah, ça là, ou là, vous voyez, ça a impressionné tout le monde. Le simple fait d'impressionner peut avoir une incidence incroyablement, peut être d'une efficacité incroyable. Et les gens s'attendaient à ce qu'on se tire des trucs. Yaya Jammeh dans un bunker, il est parti. Aucune personne tuée. Mais pourquoi? Mais parce que simplement, il a vu l'armée qui défilait, qui partait. C'est ce qu'on appelle, c'est ça la symbolique. D'ailleurs, on parle souvent de violence symbolique, mais en réalité, c'est cela. La puissance des symboles qui peut être parfois plus efficace que le passage à l'acte. Une fois, je l'avais dit à quelqu'un, je disais, mais le Sénégal, nos politiques, ils sont dans la politique, mais ils ne savent pas faire de la politique. Je disais, par rapport aux marches là, ils interdisent des marches dans un pays de démocratie. Dans un pays, même en dehors de la démocratie, les Sénégalais, c'est des gens qui aiment parler. Quelqu'un qui aime parler, il faut le laisser parler. Si vous l'empêchez de parler, il va utiliser un autre moyen pour se faire entendre. Et cet autre moyen va être le geste. Ils vont jeter partout des pierres, ils vont brûler. Vous les laissez parler, ils parlent. Mais on ne peut pas passer tout son temps à parler. On va se fatiguer. Si c'est la marche, laissez encadrer. Les policiers sont très forts en matière de marche. C'est des sportifs. Vous voulez faire le tour de Dakar? Et je vous accompagne. Vous faites le tour de Dakar, vous allez voir. Ils ne vont pas le faire. Certains vont faire quelques kilomètres, ils se fatiguent, ils rentrent. D'autres vont continuer, ceux qui arrivent vont s'épuiser. La prochaine fois, ils vont choisir autre chose. Parce que j'entre dans les stratégies qui peuvent être efficaces et qui ne coûtent rien. Qui ne coûtent rien. Et laissez-les parler. Qu'est-ce que ça coûte? Laissez-les marcher. Comment peut-on faire le tour de Dakar en marche? Marcher. Il y a des personnes âgées, ils ne pourront plus. Il y a des jeunes, même s'ils pourront une fois, ok, mais si ça se répète, vous appelez une seconde fois, ils vont dire, oulala, ça va, ils vont dire, il quoi. Mais bon, tu frappes, et puis ça crée le désordre, ce n'est pas la peine. Il y a des façons efficaces de réguler les tensions sociales ou de prévenir les éventuelles tensions. Par des actes réfléchis et très simples. Ben voilà.